Alors maintenant, nous allons voir la dernière catégorie des ratios, à savoir les ratios de gestion ou d'exploitation. Alors, comme leur nom l'indique, il s'agit d'un ensemble de ratios, d'un ensemble de rapports, d'indicateurs qui montrent est-ce que l'entreprise gère bien ses créances, ses dettes fournisseurs, ses stocks et ses charges d'une façon générale. Alors, le premier ratio que nous allons voir, c'est le ratio appelé le ratio de délai d'écoulement des créances clients ou bien le délai moyen accordé au client. Alors, l'objectif de ce ratio, c'est d'avoir une information moyenne, c'est le délai moyen, une information qui va nous permettre de comprendre la politique de crédit accordée aux clients adoptée par l'entreprise. Donc, pour savoir cette politique, on utilise le ratio suivant. Alors, le ratio suivant est composé du poste client et compte rattaché. Et puisque souvent, il y a des clients de l'autre partie du passif qui accordent des avances pour avoir des marchandises, on doit déduire ces avances et ces acomptes qui sont généralement accordés par les clients au moment de la commande. Donc, on doit et qui sont considérés comme des dettes. Parce que les clients créditeurs avances et acomptes existent dans la partie passive. Alors, on va diviser le tout sur vente en TTC. Les ventes en TTC. Et puisqu'il s'agit d'un délai, on va prendre le résultat ici et on va le multiplier par 360, ça veut dire 360 jours. L'objectif, c'est d'avoir le résultat final en nombre, ou bien en nombre de jours, c'est ça. Alors, on va essayer de voir l'exemple sur notre étude de cas tout à l'heure, mais auparavant, j'aimerais bien discuter avec vous cette question de TTC. Alors, je vais vous poser une question et essayer par la suite de mettre en pause la vidéo et de réfléchir sur la question. Alors, le compte client, donc client ou bien le compte client, est-ce qu'il existe au niveau du bilan en TTC ou bien en hors taxe? Le compte client qui existe au niveau du bilan, est-ce qu'il est en hors taxe ou bien est-ce qu'il est en TTC? Alors, si vous l'avez bien deviné, le compte client et compte rattaché, c'est un compte qui est exprimé en TTC, toute taxe comprise. Alors, si vous voulez une petite démonstration, essayez juste d'imaginer une écriture. Par exemple, l'écriture que vous avez là. Alors, si l'entreprise effectue une opération de vente, l'écriture classique est la suivante. Donc, on crédite vente avec la TVA facturée. Et bien sûr, le total de ces deux, on le met ici, c'est-à-dire dans le compte client. Donc, je vous ai montré qu'en quoi le compte, finalement, il est en TTC. Par contre, le compte vente, il est en hors taxe. Parce que la TVA est enregistrée à part. Donc, dans un ratio, on va avoir quelque chose qui est en TTC sur quelque chose qui est en hors taxe. Bien sûr, cela pose un problème d'homogénéité, de ratio. Donc, pour avoir une homogénéité, une certaine homogénéité, on va prendre le montant ici TTC. Voilà, si vous voulez, pourquoi on a pris ici les ventes TTC. Alors, pourquoi on a pris les ventes TTC? Parce que le compte client est déjà en TTC. Je ne peux pas mettre quelque chose en TTC sur quelque chose en hors taxe. Ça va faire si vous voulez, ça va prendre en considération deux éléments qui ne sont pas homogènes. Alors, maintenant, on va voir une petite application sur l'étude de cas. Donc, on va tout simplement prendre le montant de client et compte rattaché. Alors, je vais revenir à mon bilan pour vous montrer tout ça. Alors, le bilan, il est là. Alors, je vais aller chercher
parmi les éléments d'actifs circulants. Donc vous avez client et compte rattaché. Alors le montant est de 4000. Et donc on a dit on doit déduire le compte qui existe dans le passif qui correspond aux acomptes. Donc client, créditeur, avance et acompte. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'a rien. Donc on a un montant de 0. Donc je vais revenir à ma présentation. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis ici le montant correspondant. Donc, vous avez ici 4000. Donc ça c'est le montant des créances. Et puis client, créditeur, avance et acompte, c'est un montant de 0. Mais si vous avez bien suivi les retraitements et les reclassements, on avait un certain nombre, ou bien on a introduit un certain nombre de retraitements sur les créances clients. On a dit que un montant de 500, c'est une perte irrécouvrable, donc il faut la diminuer. On a retranché également un écart de conversion passif de 50 sur ce montant des créances et on a reclassé également 1000 parce qu'on a dit qu'ils ont dépassé une année. Donc là également, il faut les prendre en considération. Tous ces retraitements, il faut aller les voir au niveau du tableau de retraitement et qui concerne les clients. Voilà. Et donc, moi, comme j'ai dit, client, créditeur, c'est 0. Et je divise par les ventes. Alors, les ventes, il faut aller les chercher au niveau du chiffre d'affaires. Donc, c'est au niveau du CPC. Donc, on a déjà trouvé ce montant. Et puisque je dois l'exprimer en TTC, je dois le multiplier par 1,2. Bien sûr, en supposant que la TVA est de 20%. Bien sûr, vous allez retrouver ce pourcentage de la TVA au niveau des informations complémentaires parce qu'on a d'autres taux, bien sûr, concernant la TVA, comme le taux de 10%, bien de 7%. Voilà. Donc ça, c'est pour le dénominateur. Donc on prend les ventes qui existent au niveau du CPC et on multiplie ça par 1,2. Le tout, on va le multiplier par 360 pour avoir un résultat en jours. Bien sûr, après avoir effectué les calculs, on se retrouve avec 20 jours. Alors, 20 jours, c'est tout simplement le délai moyen accordé par l'entreprise à ses clients. C'est de cette façon qu'on peut tout simplement interpréter ce résultat. Et ça montre la politique de crédit accordée aux clients, adoptée par l'entreprise. Bien sûr, par rapport au marché, on peut dire que c'est très correct. C'est très correct. 20 jours, c'est un délai qui est normal. Qui est normal par rapport à, si vous voulez, à l'ensemble des entreprises qui opèrent dans un marché. Mais, comme vous savez, ce délai moyen était parmi les recommandations que nous avons exprimées quand on a parlé de la place de la trésorerie nette. Et le calcul de ce ratio va nous donner une idée très claire sur la fiabilité de ces recommandations. À un moment donné, on a dit pour améliorer le besoin en fonds de roulement, on peut tout simplement diminuer les créances clients. Et on a dit attention à la fuite des clients. Mais avec cette information que nous avons maintenant, c'est-à-dire on connaît maintenant le délai moyen, je pense que l'analyste ne pourra pas proposer une telle mesure. Pourquoi? Parce que 20 jours, c'est déjà correct. Si vous voulez mettre la pression sur les clients davantage au-delà des 20 jours, je pense que vous allez certainement perdre des clients. Donc, c'est comme si on a brûlé maintenant cette piste pour améliorer le besoin en fonds de roulement. C'est pourquoi je vous ai dit au début de ce chapitre que finalement, cette méthode de ratio, c'est une méthode qui est complémentaire par rapport au chapitre précédent. Maintenant, on va voir le cas pour le délai fournisseur. Donc, on appelle également le délai d'écoulement des dettes fournisseurs ou bien le délai moyen obtenu des fournisseurs. Maintenant, nous sommes
dans la position de client et nous avons des fournisseurs. Alors le ratio ressemble dans sa construction à ce ratio de délai moyen accordé au client. Donc on prend analogiquement fournisseurs et comptes rattachés, moins les fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes. Maintenant, des fois quand l'entreprise se lance dans des commandes, elle peut donner ou bien accorder des acomptes, ou bien des avances. Donc on doit les déduire de ce compte fournisseur. Et on divise également sur les achats. Vous allez remarquer également que nous avons mis ici les achats en TTC. Pourquoi? Parce que tout simplement également le compte fournisseur, il est en TTC. Je vais vous demander également d'imaginer une écriture. Quand on effectue une opération d'achat, on fait achat fournisseur, donc c'est un montant hors taxe, et puis TVA récupérable. Le montant de la dette fournisseur, elle est en TTC. Et donc on comprend que également là aussi le fournisseur est en TTC. Les achats, elle est en hors taxe. Donc je ne peux pas mettre quelque chose en TTC sur quelque chose en hors taxe. C'est pourquoi on ajoute ici TTC. Et bien sûr, je vais multiplier le tout par 360 jours pour avoir une expression en jours. Alors, pour notre étude de cas, donc on va aller directement voir le compte fournisseur ou bien le poste fournisseur et compte attaché. Vous allez retrouver ce montant, donc je vais vous demander d'aller chercher. Et puis moins de 2000. Alors 2000, c'était tout simplement un montant que nous avons reclassé. On a dit qu'un montant de 2000 des dettes fournisseurs ont dépassé une année. Donc on doit les retrancher ici. Bien sûr, ces 2000 existent dans le tableau de retraitement et de reclassement et parmi les informations complémentaires. Et puis vous allez constater qu'au niveau des fournisseurs débit, avance et acompte, on a une valeur qui est de 0. Et puis divisé par les achats. Donc dans les achats, on va prendre tous les achats, à savoir les achats de marchandises et les achats de matières premières. Donc on va voir ça au niveau du CPC. Donc, voilà. Pour les achats, on va prendre les achats revendus de marchandises et également les achats consommés de matières et de fournitures. Parce que tout simplement, ces deux comptes ont en contrepartie des dettes fournisseurs. Nous avons des fournisseurs de marchandises et nous avons également des fournisseurs de matières fournitures. Donc on va prendre les deux en total, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on a pris les achats de marchandises et les achats de matières premières, matières consommables. Et puis on doit multiplier le tout par 1,2. Donc pas la peine de revenir à cette question, c'est pour avoir le montant en TTC. Et on multiplie le tout par 360 jours. Alors le résultat, elle est là, elle est de 74 jours. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que le délai moyen obtenu des fournisseurs est de 74 jours. Alors là également, parmi les recommandations au niveau de l'amélioration des besoins en fonds de roulement pour l'entreprise, on a dit qu'on peut mettre la pression sur les fournisseurs. En faisant quoi? En augmentant le délai obtenu des fournisseurs. Mais là, on va remarquer que déjà on est bloqué sur ce point également. Quand vous effectuez des opérations d'achat, vous payez à 74 jours. C'est un délai qui est très favorable pour l'entreprise. Et malgré ça, l'entreprise a un grand problème. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, avec les ratios de rentabilité, le grand problème de cette société, c'est la rentabilité commerciale qui est très faible et qui par la suite engendre tout simplement ce problème au niveau de sa trésorerie. Et donc, pas la peine également là de faire une recommandation dans le sens d'augmenter les délais obtenus, parce que déjà les gentils fournisseurs,
il vous donne 74 jours. Alors que les méchants clients, vous êtes également là, bien positionnés par rapport à eux. Et finalement, 20 jours également, c'est très favorable pour l'entreprise. Et malgré ce pouvoir de négociation de l'entreprise, on a un problème au niveau de la trésorerie. Alors maintenant, on va passer à des ratios de rotation de stock. Donc on a dit que les ratios de gestion ou d'exploitation, c'est des ratios qui montrent est-ce que l'entreprise gère bien ses créances clients, ses dettes fournisseurs et également ses stocks. Alors pour les stocks, on calcule un ratio qui s'appelle le ratio de rotation des stocks. Et puisque nous avons plusieurs types de stocks, donc on va calculer un ratio de rotation de stock pour les matières premières, pour les marchandises et pour les produits finis. Alors, pour calculer ce stock, ou bien ce ratio de rotation de stock, on prend le stock moyen. On prend le stock moyen. Alors, stock moyen ici des matières premières et on divise par les achats des matières consommables. Bien sûr, hors taxe. Et on multiplie le tout par 360. Pourquoi 360? C'est pour avoir toujours le délai exprimé en jours. Alors, la notion de stock moyen, maintenant, que signifie-t-elle? Alors, le stock moyen, il est calculé de la manière suivante. Donc, on prend le stock initial plus le stock final divisé par 2. Alors, le stock final, pour vous rappeler, si vous voulez, de cette partie-là que vous avez vue au niveau des travaux d'inventaire, alors le stock final, c'est tout simplement le stock qui figure au niveau de l'exercice. L'exercice ici, qui est pour notre étude de cas, est l'exercice 2019. Alors que le stock initial, c'est le stock de l'exercice N-1. Dans notre cas, c'est l'exercice 2018. Et je prends les deux et je divise par 2. Je fais la somme et je divise par 2, bien sûr, pour les matières premières. Alors, pour le deuxième stock de rotation de marchandises, je fais la même chose, mais je fais ça avec les marchandises. Donc, je prends le stock moyen de marchandises, je divise par les achats revendus de marchandises. Pour les stocks de produits finis, je prends le stock moyen de produits finis, mais je le divise non pas sur les achats, parce que le stock produit est destiné à la vente, je le divise par les ventes de produits et de services. Alors, on va faire une petite application sur notre étude de cas. Alors, je vais commencer par le stock moyen de matières premières et je vais vous montrer comment nous avons construit ce ratio. Alors, on a dit qu'il s'agit de prendre le stock moyen des matières premières et de le diviser sur les achats des matières consommables. Donc, je vais aller chercher les informations de stock. Le stock, on sait très bien, c'est une information qui existe au niveau tout simplement du bilan. Donc, je vais aller chercher dans le bilan. Donc, je vais aller. Alors, le bilan, il est là. Dans la partie actifs circulants, j'ai les stocks. Je cherche le stock moyen des matières et fournitures consommables. Donc, voilà cette ligne-là. Alors, on a dit le stock moyen, il est calculé comment? Je prends le stock initial. Alors, le stock initial, c'est tout simplement le stock de l'exercice N. N-1, pardon. Donc, vous avez là, matière et fournitures consommables. Vous avez la valeur de l'exercice N-1, elle est là. Ça, c'est l'exercice 2018. Et puis, l'exercice en question, ou bien en cours, c'est l'exercice 2019. Vous allez faire la somme de ces deux et diviser par 2 pour retrouver ce qu'on appelle le stock moyen. Bien sûr, vous allez faire par la suite la même chose avec
les marchandises, vous pouvez également regarder, donc le stock initial plus le stock final divisé par 2. Avec bien sûr des petites modifs parce qu'il y a des retraitements sur certains comptes. Alors, je vais revenir par rapport à ce premier ratio. Donc, nous avons le ratio, le premier ratio, donc les voilà, et on divise sur les achats. Alors, les achats des matières et consommables existent au niveau du CPC, donc il faut aller chercher l'information sur votre CPC. Et je multiplie le résultat par 360 jours. Et on se retrouve avec 109. Alors, 109, c'est tout simplement le ratio de rotation de stock de matières premières. Alors, que signifie ce stock? Il signifie tout simplement que les matières premières passent en moyenne 109 jours avant d'être transformées. C'est-à-dire, quand on achète la matière première, elle reste 109 jours avant d'entrer dans la partie de production. Et à partir de ratio, on comprend déjà une source, parmi les sources de problèmes pour cette entreprise. Déjà, il y a un manque d'optimisation. C'est-à-dire vous achetez des matières premières et vous les laissez stocker pendant 109 jours. C'est un délai qui est très important. Et donc, on peut tout simplement recommander à l'entreprise, pour améliorer son besoin en fonds de roulement, d'agir sur les stocks de matières premières en essayant d'optimiser les achats. Voilà une piste qui est tout simplement une bonne piste pour l'entreprise. Alors, je fais la même chose avec les stocks de marchandises. Donc, je prends le stock de 2000, c'est le stock initial, c'est celui de 2018. Alors, pour 2019, je prends le stock de 2019, mais on a déjà parmi les informations complémentaires qu'il y a 150 de stock rossignol, c'est-à-dire stock qui n'a pas de valeur, donc on doit le déduire d'ici. Et puis je divise sur 2 et je divise sur les achats revendus de marchandises. Les achats revendus de marchandises existent au niveau du CPC. Je vous ai montré tout à l'heure ce compte. Et puis je multiplie par 360 jours. Alors le résultat est de 79 jours à peu près. Alors comment peut-on interpréter ce ratio? Donc on va dire que les marchandises passent en moyenne 79 jours avant d'être revendues. Donc ici il s'agit des marchandises que nous achetons afin de les revendre. C'est des achats de marchandises. Contrairement aux matières premières qui vont entrer par la suite dans un cycle de production, pour les marchandises, c'est une opération purement commerciale. C'est-à-dire que vous achetez les marchandises et puis vous attendez à ce que le marché donc, tire, si vous voulez, ou bien fait une demande et par la suite vous liquidez. Et donc là, on comprend très très bien que en moyenne, donc on a une moyenne à peu près de 80 jours, 80 jours. C'est-à-dire que chaque marchandise achetée en moyenne passe 80 jours avant d'être revendue. Et ça également, ou bien ce délai également, ou bien cette rotation est également très lente par rapport à, si vous voulez, surtout que l'entreprise a des problèmes au niveau de son besoin en fonds de roulement. Sinon, s'il s'agit des marchandises qui sont spécifiques, et que finalement cette moyenne respecte, si vous voulez, le délai qui existe au niveau des autres entreprises, on ne peut rien dire. Donc reste à savoir, bien chercher, est-ce qu'il y a une certaine lenteur par rapport à l'écoulement ou bien aux ventes de ces marchandises ou pas. Alors le dernier stock, le ratio, c'est le ratio de stock de produits finis. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend le stock moyen de produits finis et on le divise par les ventes de produits et de services. Là également, je prends le stock moyen, donc j'ai un stock de 2018 et j'ai le stock de 2019
Et nous avons également moins 1000. Alors, les moins 1000, comment je l'ai? Bien, pourquoi je l'ai retranché? Alors, on peut voir ça sur le tableau de retraitement et de reclassement. Alors, pardon, donc ici. Alors, pardon, tout à l'heure, on a dit que les 150, pour c'est des stocks rossignols. Non, les 150, c'est tout simplement, c'est les stocks de sécurité. Donc, on les a retranchés du premier ratio de matière première parce que c'est un stock de sécurité. Donc, s'il vous plaît, donc, pour les 1000, c'est des stocks de... Les 1000, ce sont les stocks rossignols des produits finis. Voilà. Je reviens. Donc, si vous êtes perdu quelque part par rapport à ces ratios, il faut toujours revenir à ce tableau de retraitement et de reclassement pour avoir, si vous voulez, pourquoi vous avez effectué un tel ou un tel changement dans les valeurs. Voilà, donc j'ai dit que voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les 150, ce sont des stocks rossignols. Non, c'est un stock de sécurité. C'est pourquoi je l'ai retranché ici, pour les marchandises. Alors que les 1000 représentent des stocks rossignols. C'est-à-dire un stock sans valeur. Et puis vous divisez sur les ventes de produits et services, vous pouvez les avoir à partir du CPC. Également vente de produits et de services. Et vous multipliez le tout par 360. Alors vous allez retrouver 30 jours. Alors que signifie les 30 jours? Il signifie tout simplement que les produits finis passent en moyenne dans les stocks 30 jours avant d'être vendus. Et déjà, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez les matières premières qui passent 109, et puis vous avez 30 jours de plus avant que les produits finis soient vendus. C'est-à-dire que je fais entrer les matières premières, elles restent 109 jours avant d'entrer dans la machine de production, et une fois qu'on a les produits finis restent également 30 jours de plus. Et ça montre que finalement, il y a une certaine lenteur dans l'écoulement ou bien dans les ventes de ces produits. Donc là également, c'est un problème à résoudre. Ou bien que l'entreprise doit résoudre. Alors ça, c'était, ou bien si vous voulez, l'avant-dernier ratio. Alors le dernier ratio que nous allons voir dans ce cours et également dans ce chapitre, c'est un ratio de charge, c'est un ratio générateur, c'est-à-dire que finalement, je ne vais pas vous donner des chiffres, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, c'est un ratio générateur d'autres ratios, qui tout simplement met en relation une charge, cette charge, ça peut être les charges de personnel, des autres charges externes, des charges d'intérêt, les dotations, etc. C'est-à-dire une entreprise qui veut savoir quel est le poids des charges d'intérêt par rapport à l'ensemble de ces charges. Donc il va chercher charges d'intérêt, il va le diviser par le total des charges, donc il va trouver le poids des charges d'intérêt. Si je veux savoir le poids des autres charges externes, si je veux connaître le poids de ma masse salariale, je dois diviser les charges de personnel sur le total des charges et ainsi de suite. La même chose pour le total des charges, vous pouvez prendre soit le total global ou bien un sous-total, par exemple charges d'exploitation, les charges financières, les charges courantes, les charges non courantes, ou bien tout simplement le total de ces charges. Donc c'est à vous, si vous voulez, de faire sortir
ou bien c'est aux dirigeants de faire sortir, si vous voulez, les ratios nécessaires qui vont les aider à mieux connaître leur entreprise et à mieux par la suite la gérer à travers les décisions. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre. Alors pour la prochaine fois, on va terminer ce cours avec le dernier chapitre qui va être consacré à un autre état de synthèse. Donc on ne va pas maintenant nous intéresser au bilan, mais on va voir un autre état de synthèse, à savoir l'ESG. L'introduction de cet état dans ce cours vise tout simplement à faire une ouverture sur l'ESG qui représente également un état de synthèse parmi les 5 états de synthèse. Voilà, et je vous remercie.